Vous suivez Star 21 TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. L'état de santé du journaliste sportif et historien Amadou Djoulde Diallo s'empire en prison. Il continue à séjourner au CHU Ignace Dine. Plus de précisions, c'est dans cette édition d'information. Peut faire l'état des lieux sur le service d'application de la loi au niveau de la police nationale. C'est le thème d'une conférence de presse animée ce mardi par la Direction nationale de la police. Vous verrez les détails de cette rencontre avec notre équipe qui était sur les lieux. Quel bilan de l'équipe nationale locale guinéenne après sa dernière participation au Champ Cameroun 2020? Un consultant sportif était devant les médias ce mardi pour livrer son analyse. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Comme annoncé dans les titres, le journaliste Amadou Djoulde Diallo, interpellé depuis plus de 10 jours, n'est toujours pas sorti de prison. Malade, il est actuellement en soins au CHU Ignace Dine en attendant un retour à la maison centrale de Conakry. Ce mardi, son avocat a parlé de l'évolution de son dossier qui est désormais devant la cour d'appel de Conakry. Suivez ce reportage de Yayo Moubari et Moustapha Diani. Cela fait plus de 10 jours que Amadou Djoulde Diallo, journaliste et historien, a été kidnappé et écroué à la maison centrale de Conakry. Son avocat apporte des précisions sur la dernière évolution de ce dossier. Oui, bien, vous savez, c'est une bataille judiciaire. Le procureur l'a poursuivi pour un délit de presse, alors que même si les faits sont établis, il ne peut encourir qu'une peine purement pécuniaire et non une peine privative de liberté. Ça, on le sait. Et c'est pourquoi nous avons directement relevé appel de son ordonnance de mise sous mandat de dépôt. Nous avons directement relevé appel de cette ordonnance de mise sous mandat de dépôt. Et nous avons de fond en comble débattu cette question-là au niveau de la Chambre de compte de la Cour d'appel. Et nous avons de l'espoir que la Chambre finira par nous suivre. Depuis 2010, la Guinée a dépénalisé les délits de presse via la loi L002 portant sur la liberté de la presse. Malgré tout, des journalistes sont emprisonnés pour diffamation. Quand quelqu'un commet un délit de presse, quel que soit, si les faits sont établis, il ne peut encourir qu'une peine seulement pécuniaire et non privative de liberté. Donc, la mise sous mandat de dépôt de M. Amadou Djoulde, ça nous dépasse à plus d'un titre. Et de toute façon, nous nous battons pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Ce pouvoir étatique, je veux qu'il soit, comme le texte le prévoit, beaucoup plus indépendant des autres pouvoirs et que les magistrats acceptent d'assumer leurs responsabilités. Des jeunes reporters guinéens ont affiché ce mardi des photos de Amadou Djoulde Diallo. Un collectif pour demander sa libération a été créé. Tous condamnent le silence des organisations et associations professionnelles des médias face au cas Amadou Djoulde Diallo. Des femmes actives sur la scène politique guinéenne n'ont pas été en marge du 8 mars 2021. Les disparités au niveau des postes stratégiques au sein de la scène politique restent à corriger. Nous vous proposons un regard croisé de deux femmes sur ce sujet. Le compte rendu avec Ibrahima Soribari. Malgré la consécration d'une journée entière aux droits des femmes, leur épanouissement dans la sphère politique laisse à désirer un peu partout à travers le monde. En Guinée, les postes stratégiques sont souvent gérés par des hommes. Même réalité au niveau de certains partis politiques du pays. Une situation qui déplore la présidente des femmes du parti Bloc libéral. La vie des femmes au sein des partis politiques pour cette journée, c'est une journée pour nous de demander aux autorités, aux leaders politique, qu'il y ait plus de femmes aux instances de prise de décision au sein des partis politiques, qu'il y ait du respect des droits des femmes au sein des partis politiques et d'arrêter de violenter les femmes au sein des partis politiques lorsqu'il s'agit des prises de décision. Le fait de ne pas célébrer ce 8 mars dans un contexte de Covid-19 et d'Ebola interpelle cette politicienne. Il faut que les partis politiques, les leaders aussi sachent que nous ne sommes pas là juste pour pouvoir m'obliger, mais nous sommes là aussi pour participer parce que le développement repose sur nous. L'éducation des enfants repose sur nous.
la nation, l'évolution, le développement de la nation repose sur les femmes. Parce que quand une femme est éduquée, quand une femme est autonome, c'est la nation qui est autonome et c'est les enfants qui sont éduqués et c'est la société qui est éduquée. Face à toutes ces circonstances, certaines femmes ont réussi à se démarquer pour être autonomes. C'est le cas de la présidente de Fitima. Elle dénonce le manque de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Quand une femme veut se lancer dans des activités, disons, d'ordre politique, souvent c'est au sein même de sa famille que la réprobation se manifeste. Et on sait très bien ce qu'on entend dans les familles. Pourquoi elle s'occupe de ça? Pourquoi elle ne s'occupe pas de ses enfants ou de sa maison ou de sa cuisine? Qu'est-ce qu'elle a à dire dans les affaires de la cité? Donc, en fait, l'environnement n'est pas du tout porteur. Il y a plein d'obstacles. Mais malheureusement, les femmes aussi tombent un peu dans ce piège-là et font de l'autocensure. La faible représentativité des femmes dans les instances de décision continuera d'alimenter les débats. Les institutions onusiennes se battent que la parité soit une réalité. Mais les vieux démons résistent dans bien des endroits de la planète Terre. Restons toujours sur la journée du 8 mars. Des femmes vendeuses au marché de Kaporo ont elles aussi eu leur mot à dire concernant ce 8 mars. Suivez ce reportage de Mamadou Binta Diallo. Au marché de Kaporo, ce 8 mars, l'heure n'était pas à la fête. Les femmes ont vaqué à leur occupation pour gagner la pitance quotidienne. Les difficultés que nous avons ici, nous sommes sous le soleil. Mais comme on ne peut pas aller au-delà des autorités, je demande à l'État de nous venir en aide. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité de nos familles. Cette gestionnaire d'une boutique vante la bravoure de la femme guinéenne. Selon elle, la plupart parviennent à s'en sortir malgré les difficultés. Donc voilà, je ne peux qu'encourager que ça continue parce que la femme africaine, elle est vraiment vaillante. C'est une bosseuse en fait qui s'occupe de la famille, encadrer bien les enfants et son mari et tout, en même temps qui rapporte aussi quelque chose dans la famille. Loin des grandes mobilisations habituelles, la fête du 8 mars 2021 a été ralentie par la pandémie de Covid-19 et Ebola. Mais même s'il y avait eu célébration, ces femmes vendeuses allaient être des grandes oubliées des mamayas organisés au palais du peuple. Je vous l'annonçais dans les titres, des agents des services de sécurité ont tenu une conférence de presse ce mardi au ministère de la Sécurité. Il a été question, entre autres, de faire l'état des lieux sur le service d'application de la loi au niveau de la police nationale. Ces agents ont également mis l'accent sur les activités des policiers routiers. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Kadiatou Bari et de Ibrahima Paye Kamara. Au cours de cette conférence de presse, les débats sur le rôle de la police dans le respect strict des mesures barrières a été abordé. L'un des responsables a également évoqué l'ampleur prise par la pandémie de Covid-19 et l'épidémie d'Ebola dans le pays. Vous trouverez à la sécurité routière dans les 4 chapointes, c'est-à-dire à Ketaya, Kuntia, à la sortie de Koya et de Breka, vous trouverez ce dispositif. Vous trouverez aussi des agents verbalisateurs qui sont en train de contrôler dans les taxis sur la voie urbaine pour constater les infractions que je viens de vous dire. Et les 50 000 francs qui sont payés, je vous assure qu'il y a un régie ici. Il y a une dame qui est chargée, qui est régisseur du ministère de la Sécurité, celle qui nous dote les carnets de verbalisation qui viennent du Trésor public. Et les chousses sont ramenées et les décomptes sont faits par direction centrale. Les questions sur les embouteillages dans la capitale ont été également touchées. Selon ces agents, ces bouchons sont provoqués par les policiers régulateurs. Il a été constaté que les 70% des embouteillages sont causés par le comportement des agents de police sur la voie publique. De 6h à 10h, pas de contrôle. Nous ne pouvons arrêter, interpeller que ceux qui viennent en sens inverse. Tout agent de la police routière est muni de badge, comme moi. Vous voyez?
Aucun usager de la route n'a le droit de donner un document à un policier qui n'a pas de badge. Il faut l'identifier d'abord pour lui donner. Et quand vous l'identifiez, vous lui donnez les documents, vous savez où il va partir. Ces responsables interpellent la population à plus de coopération. Ils affirment que leur mission, c'est de sécuriser tous les Guinéens. Restons toujours dans le même cadre. Lors de cette rencontre, l'état des lieux des cas d'infraction les plus récurrents ont été évoqués par le commissaire Fabou Kamara. Vous conviendrez avec moi que les cas les plus courants des infractions, c'est des infractions délictuelles. C'est-à-dire les cas de vol, les cas d'abus de confiance, les cas d'escroquerie et aussi les cas de violence qui sont courantes. Ça, c'est en matière d'infractions courantes, quand vous prenez le grand nombre. Par contre, vous avez des infractions spécifiques. Nous avons les cas d'attaque à main armée. Ça, ce sont des crimes. Nous avons le cas de trafic des armes. Nous avons aussi des infractions liées aux personnes. Nous avons des meurtres, que ce soit l'assassinat ou coups et blessures ayant entraîné la mort, mais aussi des infractions qui nécessitent des spécialistes. C'est des infractions liées aux mœurs. Je vous ai entendu parler de viol tout à l'heure. Et là, tout de suite, je vous dirais que la police nationale a maintenant un service spécialisé en matière de protection des personnes vulnérables. Ce sont les femmes. Depuis 8 ans, la société des télécommunications guinéenne Sotelgui est fermée. La Guinée est l'un des rares pays à ne pas avoir son patrimoine de lignes fixes et mobiles. Conscient de cet enjeu, le président du parti Guinée moderne est revenu sur cette actualité ce mardi, compte rendu Mohamed Traoré. Après la fermeture de l'ancien opérateur téléphonique national, Sotelgui, la Guinée ne dispose pas d'une ligne de téléphonie mobile nationale. Face à cette situation, le président du parti Guinée moderne a eu son mot à dire. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir une compagnie qui aura peut-être beaucoup de moyens à mettre en place et offrir des services de télécommunication, de nouvelles technologies aux citoyens guinéens, un peu nationalement. Je prends ce contexte national en voulant dire qu'elle sera inclusive, qu'on a créé à l'intérieur du pays. Tout le monde aura la même qualité d'Internet et le même type d'accès d'Internet nécessaire. Ce spécialiste des postes de télécom n'a pas manqué d'alerter les autorités sur la nécessité de laisser la gestion de certains secteurs de l'État aux entreprises privées. Je suis foncièrement attaché au fait que le secteur privé peut mieux faire. En tant que président de parti politique, je me dis, et notre vision de gouvernance, c'est que ce n'est pas à l'État de faire les choses. L'État, c'est de créer un cadre, constituer un contrat social avec une entreprise et veiller à ce que cette entreprise puisse mettre en place le contrat social qui est mis en place. Aujourd'hui, c'est extraordinaire le coût de l'Internet ou le coût de la communication. Donc voici la valeur de la création de nouvelles compagnies. Mais lorsqu'elles sont privées, elles pourront mieux compétir. Selon ce spécialiste, la fermeture de la Sotelgui est un véritable gâchis pour la Guinée. Au moins 1600 travailleurs sont allés au chômage avec 21 000 abonnés à sa fermeture. Pour l'heure, aucune relance n'est envisagée malgré les nombreuses promesses faites par le gouvernement. Des femmes déguerpies du grand rond-point de Kagbélé et du kilomètre 36 ont été installées sur la transversale par les autorités de la préfecture de Koya. Ce mardi 9 mars 2021, beaucoup d'entre elles ont exprimé les difficultés auxquelles elles font face. Alpha Omar Diallo. Elles sont des vendeuses de prêt-à-porter, chaussures et autres friperies à retrouver un lieu de recasement suite à leur déguerpissement à Koya. Sur place, certaines femmes sont à pied d'œuvre avec des menuisiers pour leur réinstallation. Ces vendeurs de pain rappellent sa galère. Depuis hier, avant-hier, toute la semaine, là, les gens sont en train de se tabasser pour la place. Donc, on remercie encore le gouvernement pour l'idée qu'il a prise
pour offrir cette place aux femmes. Donc, il y a les femmes ici, ils se nourrissent. Il y a les enfants qui ont fini des études, il n'y a pas de travail. Donc, cette proposition que le gouvernement a prise, donc on remercie le gouvernement pour ces propositions-là. Cette vendeuse de friperie apprécie les réinstallations, mais elle constate le manque de places. Qu'est-ce qui nous a enlevés sur la route? Parce qu'ils nous ont dit que nous sommes sur la route, les autorités nous ont enlevés là-bas et nous sommes arrivés. Mais il y a un autre problème pour obtenir une place. Il faut avoir une grande relation. Sinon, si tu joues avec ça, on t'enlève et met une autre personne. Nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, ça ne va pas du tout, sauf si les autorités nous viennent en aide. La première responsable du marché rappelle les principes d'installation. On dit de quitter la route. Nous sommes quittés et nous avons vu un espace vide. Et nous l'avons occupé jusqu'à ce que le gouvernement le réclame. Les dispositions prises sont entre autres se faire enregistrer et chercher une table de 1,80 m avant de s'installer. Parce que nous étions très nombreuses du côté du kilomètre 36. Reconnu par ses interminables embouteillages, le grand rond-point du kilomètre 36 est aujourd'hui un espace vide. Depuis le passage du bulldozer dans le cadre de l'aménagement des emprises de route, la circulation est fluide. Maintenant, reste aux autorités de Koya de construire un marché digne de nom pour éviter l'occupation anarchique des voies publiques. Le marché de Bonfils ne fait pas exception à l'opération de déguerpissement des encombrants physiques suite au passage des agents du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Les citoyens ont décidé de dévancer le bulldozer. Reportage Yaya Bari et Ibrahima Soribari. Au marché de Bonfils, les traces des agents cocheurs du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sont visibles. Des boutiques et magasins sont ciblés des deux côtés de la rue. Des vendeurs, eux, décident de dévancer le bulldozer. Ils sont venus simplement mettre des croix sur des maisons. Maintenant, de temps en temps, ils viennent parfois, ils cassent une à deux parties comme ça, après ils s'en vont. On a vu d'autres parties, quand ils viennent, quand ils mettent la machine seulement, ils poussent tout. Donc pour ne pas toucher toute la maison, endommager toute la maison, c'est pourquoi nous on s'est précipité donc de le faire. Quand ils viennent maintenant, ils disent ah bon, ici c'est bon, maintenant on referme. Ibrahima Soricil, tailleur de profession, ne s'oppose pas à ces déguerpissements, mais il souhaite que l'État puisse rapidement aménager les lieux déguerpis. Oui. C'est difficile quand même, mais quand même si ça continue comme ça, c'est très bon pour nous aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont déplacées, si aller ailleurs, tous les pays, c'est comme ça. Donc aussi, si c'est comme ça là, ça c'est très bon pour nous. Actuellement, nous souffrons beaucoup parce que nous sommes sous le soleil du matin au soir. Parce que tout le monde est là, est très inquiet de cette situation. En attendant le passage du bulldozer, ces vendeurs voient malheureusement leur commerce au ralenti. Les opérations de casse des encombrants de voies publiques se poursuivent un peu partout à Conakry, Koya et Dubreka, aux grandes dames des citoyens. Page noire dans cette édition d'information. Décédé lundi des suites de Covid-19, Djibril Tamsir Niane, spécialiste de l'histoire, fait encore parler de lui. Sa famille littéraire, culturelle ou encore biologique manque de mots pour camper l'homme. Mariam Bari et Alassane Souma sont allés à la rencontre de quelques-uns. Les témoignages se multiplient sur la mémoire du fait Djibril Tamsir Niane. Il a laissé une trace indélébile dans le monde de la littérature et de la culture guinéenne, mais également africaine. C'est un monsieur qui appartient à toute l'humanité et il est aussi de ces gens, de ces hommes avec H, dont on dit le mort n'est pas mort, grâce à ses œuvres. Donc nous sommes profondément attristés, mais quelque part, on se dit, bon, il a tellement bien travaillé pour le pays qu'on se dit, il restera immortel. Enseignant et aussi dramaturge, Djibril Tamsir Niane
était surtout un père et un grand-père aimant. Il a su transmettre son amour pour l'histoire et la littérature à sa famille. L'un de ses petits-enfants témoigne. La personne d'homme de culture, d'homme d'histoire était indissociable de la personne tout court qu'il était. Il était le professeur d'histoire, l'amoureux des lettres, de la culture, même en famille. Mon amour de la culture, de la lecture vient de lui. Nous perdons celui qui était le repère autour duquel nous étions tous organisés. La personne qui transmettait les valeurs, les principes dans notre famille. Djibril Tamsir Niane est décédé lundi 8 mars à Dakar des suites de Covid-19. Un peu partout à travers le monde, sa valeur culturelle est reconnue. La date de ses obsèques reste encore inconnue. Mais dès que le programme sera établi, la famille fera un communiqué, nous confie son petit-fils. L'École nationale des sports se trouve actuellement dans un piteux état, une situation qui amène les étudiants orientés à abandonner les cours. Suivez ce constat de Ibrahim Diallo. C'est en 1963 que le gouvernement guinéen a créé l'école professionnelle des sports. Mais de nos jours, les conditions d'études sont loin d'être favorables, ce qui pousse les étudiants orientés à déserter dès la première année. C'est vraiment très difficile. Si c'est sur le point d'infrastructure, c'est très difficile d'étudier là-bas. Parce que nous, on a été les orientés de l'État, on était plus de 83 étudiants. Mais après, on a compris que tout le monde, les gens qui venaient, ils ont déserté. Et ça restait que peut-être que 23 étudiants. Et c'était sur le point d'infrastructure parce qu'ils se disaient déjà ils sont à l'université. Et comme vous pouvez constater, vous avez Symphonia, vous avez Gamal, vous avez des universités privées. Les gens, ils sont là. Les clims aujourd'hui, les clims font que les étudiants restent dans les écoles ou bien l'infrastructure qui est là. Si cet établissement scolaire était bien entretenu, elle pourrait permettre à la Guinée d'avoir des sportifs de qualité, d'où le cri de cœur des étudiants de cet établissement à l'endroit des autorités. Nous, on a étudié dans des conditions très difficiles, mais il faut lui dire que ces cours-là, ils étaient tellement importants. Donc, on a compris que ce n'était pas l'infrastructure qui faille voir trop, mais il faut comprendre que ces cours, le contenu qui est donné, qui était encore mieux que ces infrastructures. Il fallait interpeller les autorités en charge du sport, venir en aide de cette école. Vous avez des personnalités de bonne volonté également qui sont interpellées. Je vais dire les deux dinosaures, entre guillemets, KPC, personne Camara. Vous avez Antonio qui peut faire aussi quelque chose. Parmi ces premières promotions de l'École nationale des sports figurent les anciens internationaux, Salamso et Morla Silla Kolobati. Une dernière promotion de 400 élèves a reçu ses diplômes le samedi 6 mars dernier. Aujourd'hui, tous souhaitent une rénovation complète de cet établissement. Comme annoncé dans le sommaire, les enseignements du Champ 2020, thème d'une conférence animée par un consultant sportif ce mardi 9 mars 2021 à la Maison de la Presse équipée par un consultant sportif. Le conférencier a tiré les leçons de la Guinée à cette compétition. C'est un compte rendu de Mohamed Salih Diallo et de Moustapha Diani. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 est la 3e participation de la Guinée à cette compétition. Malgré la mauvaise préparation, le pays a pu se hisser au podium en obtenant la 3e place. Pour Kerno Saïdou Diakité, beaucoup reste à faire dans le championnat guinéen. Il met ses résultats à l'actif de l'expérience du coach Lapé Bangoura. Vous savez, une compétition continentale, c'est d'abord une vitrine. Non seulement pour le pays hôte, mais pour les pays participants. Et je le disais chaque fois à la paix, avant chaque match, je dis il faut dire à tes joueurs qu'ils jouent d'abord pour leur propre image. Parce qu'il y a des recruteurs, il y a des journalistes, les images sont suivies par des milliers de téléspectateurs. En Guinée, les autorités sportives ne tirent pas les leçons de participation des équipes nationales aux autres africaines. Ce consultant sportif leur exhorte de changer de mentalité. Dès après la finale, l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'au-delà de la performance de l'équipe locale, le championnat qu'on désigne de ligue professionnelle de football, à mes yeux, n'est pas professionnel au vrai sens du terme parce qu'il y a des problèmes
entre la Ligue et la Fédération. Les choses ne sont pas clarifiées. Il n'y a pas de contrat administratif entre la Ligue et la Fédération. Il n'y a pas de contrat financier entre la Ligue et la Fédération. Les clubs n'ont pas les moyens qu'il faut pour entretenir leur effectif. Le CHAN Cameroun 2020 a été d'un grand apport pour les locaux guinéens. 6 d'entre eux sont présélectionnés en équipe A pour la 5e et 6e journée des éliminatoires Cameroun 2021. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, fête dédiée aux femmes, notre rédaction a mis leur projecteur sur une dame qui s'est distinguée à travers un parcours élogié. Elle constitue une source d'inspiration par beaucoup d'autres femmes. Hadja Rabiatou Sera Diallo, il s'agit bien d'elle. Elle est actuellement présidente du Conseil économique et social, culturel et environnemental. Oumar Kondé est allé à sa rencontre. Suivez ce portrait grand format. Hadja Rabiatou Sera Diallo, âgée d'une 60aine d'années, est originaire de Mamo, région de la Moyenne-Guinée. Elle a su gravir tous les échelons du monde associatif, puis syndicalisme. Moi, je n'ai pas fait l'université. Je n'ai pas un diplôme universitaire. Je me suis formée sur le tas. Parce qu'il faut reconnaître aussi l'avantage du mouvement syndical, c'est que c'est un fourre-tout, tu peux accéder à toutes les formations. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et quand tu as la volonté de te former, tu te formes. En 1969, elle est membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, l'unique syndical créé par Ahmed Sékou Touré. Elle s'illustre au milieu des hommes. Elle fait ses preuves à la tête du département femmes, à la centrale, puis monte en puissance. En 2000, c'est la consécration. Elle est élue secrétaire générale du syndicat. Je suis très fière, en tant que femme, d'être la première femme en République de Guinée, d'être secrétaire générale d'une centrale syndicale, pas la moindre, parce que la CNTG, c'est la plus grande centrale syndicale et c'est la plus vieille. Donc en 2000, j'ai accédé à ce poste de responsabilité et vraiment, mon passage n'a pas été négatif. Elle lance une première grève, puis une autre générale cette fois en 2006 pour dénoncer la cherté de la vie. C'était une première fois dans l'histoire du pays sous le règne du général Lansana Conté. Nous avons fait les 33 préfectures pour aller constater auprès des travailleurs de quoi est-ce qu'ils souffrent. C'est à partir de ça que nous avons commencé à faire notre revendication. Et quand on n'a pas été entendu, nous avons fait une grève d'avertissement. En 2010, Hadja Rabiatou Sera Diallo est à la tête du Conseil national de la transition. Elle parviendra à gérer cette institution qui fait figure de parlement de fait. Je vous dis honnêtement, je n'étais pas là. Moi, j'étais au conseil d'administration à Genève quand les partis politiques, la société civile, les syndicats, ils se sont tous concertés et ils ont pensé me donner cette place. Donc, voilà comment j'ai été nommée à la tête du CNT à l'époque. À l'avènement du régime Alpha Condé en 2010, elle sera nommée présidente du Conseil économique et social. Hadja Rabiatou Sera Diallo a aussi su se faire une place en dehors de nos frontières. Elle est membre de plusieurs organisations internationales. J'ai été aussi membre du conseil d'administration de l'OIT. Actuellement, je suis la présidente des conseils économiques et sociaux de la francophonie, qui regroupe au moins 25 pays. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, elle interpelle cette couche à ne jamais se sous-estimer. Je pense que le 8 mars, c'est un jour international où nous devons vraiment faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et que nous soyons très solidaires entre nous les femmes, qu'on s'entraide et accepter de se former et être éduqués, connaître les textes et lois qui régissent le pays.
Et il faut oser, parce qu'en tant que femme, je pense aussi qu'il n'y a pas de cadeau. Il faut arracher. Et pour arracher, il faut vraiment être sur le terrain. En Guinée, Hadja Rabiatou Sira Diallo a marqué les Guinéens par son courage et charisme. Elle a bénéficié de plusieurs distinctions au niveau national et international. Plusieurs livres lui sont consacrés et dans lesquels les auteurs reviennent sur son parcours. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de votre attention. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle et bonsoir chez vous.